Alors aujourd'hui sur Sans filtre ajouté, je reçois une femme qui dirige l'une des enseignes alimentaires préférées des Français, mais dont le parcours ne ressemblait pas forcément à celui qu'on imagine dans la grande distribution. Alors vous allez m'arrêter si je dis des bêtises, parce que c'est toujours très bizarre de dire l'introduction devant vous. Donc fille de haut fonctionnaire et polytechnicien, diplômée d'HEC, passée par McKinsey puis par le groupe Casino, Cécile Guilloux aurait pu suivre une trajectoire très classique, sauf que elle a choisi le commerce, le terrain, le magasin, l'opérationnel, celui qui se vit en temps réel selon ses propres mots. Alors avant de prendre la tête de Picard en 2023, elle est passée près de 10 ans chez Franprix où elle a accompagné la transformation de l'enseigne autour de la proximité, du digital et des nouveaux usages urbains. Et ce qui revient souvent quand on parle de Cécile Guilloux, c'est ce mélange assez rare dans le retail entre la méthode et l'audace, la rationalité et l'empathie. Une dirigeante capable aussi bien de parler de data, de supply, d'innovation que de liens, d'humain, de quotidien des consommateurs et intuition terrain, bien que tout cela n'est pas incompatible. Et depuis son arrivée chez Picard, elle pousse une vision forte du commerce, un commerce plus proche, plus pratique, plus spécialisé aussi, et une enseigne capable d'innover très vite tout en gardant un cap clair dans un monde où les usages changent en permanence. Sous son impulsion, Picard accélère, on le disait, c'est 250 innovations produites par an, des collaborations avec Joyka, Top Chef, La Vie, des formats plus agiles, du digital, de la livraison express, avec une ambition assumée, recruter 1 million de nouveaux consommateurs en 4 ans. Mais derrière la dirigeante, il y a aussi une femme qui, à un moment de sa vie, est partie plusieurs mois en voilier avec sa famille en Océanie. C'est une expérience, on va y revenir, qui a précédé votre retour en France, puis votre nomination à la tête de Picard. Alors, dans cet épisode, on va parler de terrain, de leadership, de temps long, d'intuition, d'innovation, de proximité, et surtout de ce que veut dire diriger aujourd'hui une entreprise dans un monde qui accélère très vite. Bienvenue sur Sans filtre ajouté, Cécile, je suis ravie de vous accueillir. Bonjour. Cécile, vous avez été élue personnalité de l'année en 2025 par LSA. Alors, au-delà du prix en tant que tel, cette distinction, elle vient quand même saluer votre engagement, aussi l'énergie et la transformation que vous insufflez aujourd'hui chez Picard. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement cette reconnaissance, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? D'abord, c'est beaucoup d'humilité parce que cette reconnaissance, elle est collective. Le retail, c'est collectif de toute façon. Et donc, ça s'adresse à toutes celles et ceux qui forment Picard au quotidien, en magasin, à la livraison, au siège. Et puis, je la prends aussi comme une reconnaissance du chemin parcouru. C'est vrai que Picard, c'est à la fois une marque patrimoniale qui appartient aux Français, qui appartient à chacun et sur plusieurs générations, mais aussi une marque que l'on s'active tous les jours avec les collaborateurs à transformer fortement pour qu'elle reste plus que jamais actuelle. Et qu'est-ce que ça dit, selon vous, justement, ces prix, ces distinctions et au-delà de ça, qu'est-ce que ça dit de l'évolution du retail et du type de leadership que le monde de la grande distribution a besoin aujourd'hui dans ce monde extrêmement mouvant ? Oui, effectivement. C'est-à-dire que vu du client, le retail n'a jamais été aussi multi-choix. On parle de l'ultra frais, du surgelé, de la restauration, des livraisons, des plateformes. Et là-dedans, il y a les généralistes et les spécialistes. Bref, le client, il a le choix de plus en plus et il arbitre en temps réel. Et dans ce contexte très changeant, alors vous allez me dire ça a toujours changé, mais ça change encore plus vite qu'avant. Notre challenge, nous, en tant que leader dans notre domaine de spécialité, c'est de maintenir en permanence une tension entre changer et évoluer en permanence et vite sur l'innovation produit, sur les nouveaux usages, les nouveaux canaux, mais tout en restant très fidèle aux fondamentaux de la marque. La très haute exigence de qualité, le contrat de confiance avec les clients, la proximité, etc. Si je devais illustrer ça en une image, c'est ni un sprint tout fou qui va dans tous les sens, où on finit par perdre son souffle, en fait, ni une course de fond qui prend son temps. Je sais, beaucoup donnent cette image. Moi, c'est pas du tout comme ça que je le vois, mais un peu comme une course d'orientation. C'est-à-dire qu'on a un cap, c'est-à-dire qu'on sait où on veut arriver à la fin, mais on est capable de prendre des chemins de traverse, de bifurquer, etc., tout en gardant un cap clair. Et pour Picard, ce cap ou cette boussole, c'est justement la nouvelle image qu'on vient de donner à Picard, qui veut dire en fait surprendre en respectant le contrat de confiance, et que nous, on a traduit dans notre signature jamais pareil, toujours Picard. C'est très juste ce que vous évoquez sur le fait qu'aujourd'hui, les entreprises vivent une espèce de dichotomie, je ne sais pas si le terme est bon, entre course de vitesse, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais vous avez raison, c'est que tout va très vite, on le voit avec
les influenceurs, les réseaux sociaux et le monde dans lequel on évolue avec des consommateurs qui changent aussi, qui sont très changeants, et de garder un cap, et on y reviendra. Il y a quelque chose dans votre parcours, Cécile, qui est très marquant et qui me parle beaucoup, c'est la culture du faire. Puisque en regardant de nombreux articles, notamment sur LSA où vous avez répondu à une interview, donc vous êtes née à Nantes dans une famille de hauts fonctionnaires. Ensuite, vous êtes effectivement, vous avez fait des études à HEC, hein, vous êtes sortie dans le top 10. Et alors, c'est peut-être une mauvaise vision de penser comme ça, mais naturellement, vous auriez pu prendre une trajectoire assez institutionnelle et vous avez choisi le commerce et la distribution. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre d'où est venue cette passion. Mais effectivement, après McKinsey, je me suis posé la question un peu du secteur dans lequel m'orienter et je me suis dit que j'avais besoin de deux choses. D'abord, d'un métier très ancré dans le réel, dans quelque chose que j'arrive à appréhender en fait au jour le jour. Et le commerce, en fait, c'est une décision prise le matin qui peut avoir un impact le soir. Et les équipes pourront vous le dire, je regarde le chiffre d'affaires plusieurs fois par jour, un peu trop d'ailleurs, un peu trop, mais c'est vrai que c'est très très ancré dans le réel. Et la deuxième chose qui m'intéresse dans ce métier, c'est que c'est un métier d'impact. Et ça rejoint un peu mon parcours. Pourquoi ça a de l'impact ? Parce que vous touchez le quotidien des gens, l'alimentation et donc la santé, ça concerne tout le monde. Et je vous invite pour ça à lancer le sujet Picard à votre prochain dîner entre amis et vous verrez que ça passionne les foules. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc, je l'ai dit, hein, vous avez aussi une famille, donc votre père a dirigé Naval Group et votre mère l'INRA. Comment votre éducation et vos racines, finalement, ont influencé votre vision du commerce et peut-être votre façon de diriger aussi ? Ça a un impact, j'imagine ? Ça a toujours un impact, effectivement. Effectivement, j'ai grandi autour des valeurs de la famille, du collectif, de la valeur du travail, qu'on retrouve beaucoup dans le type de fonction que vous avez évoqué, le travail et de l'effort, et puis dans la culture ingénieure. Qui était le point commun en fait de mes parents, c'est-à-dire une culture très scientifique, rationnelle, qu'on l'applique à la physique ou à l'agronomie finalement. Voilà, ça se retrouve autour du scientifique. Et moi, j'ai transposé ça en entreprise avec c'est vrai, dans notre secteur du retail, l'intérêt général qui se traduit très très concrètement dans notre métier, la qualité alimentaire, la transparence alimentaire, l'accès à une alimentation meilleure pour chacun. Et puis le collectif, parce que c'est un métier où le collectif est très présent et au travers le plaisir que j'ai de travailler avec mes collaborateurs chaque jour et qui me le rendent très bien. En préparant cette interview, j'ai vu aussi avec plaisir une conviction qui revient très souvent, c'est l'importance du terrain et du vécu. Alors, à un moment, après plusieurs années dans le conseil, vous l'évoquez, sur des fonctions et sur des fonctions stratégiques chez Casino, vous demandez à aller en magasin et vous prenez la direction du géant Casino d'Argenteuil. Je trouve ça génial. C'est une conviction que je partage beaucoup. Effectivement, moi j'ai été aussi sur le terrain en tant que chef de secteur et je pense qu'à un moment, les décideurs doivent se confronter effectivement à la réalité du carrelage pour comprendre toute la tension opérationnelle des équipes et le quotidien finalement du magasin. Est-ce que vous pouvez nous dire à ce moment, qu'est-ce que vous a appris le terrain, au-delà des chiffres et des présentations stratégiques justement, que parfois les comités de direction ne voient pas, et en quoi ça a été bénéfique ? Alors effectivement, moi je crois au mariage des deux. C'est-à-dire que tout basé sur l'intuition et le terrain, c'est bien, mais en fait, voilà, il y a aussi la réalité des chiffres. Bien sûr. Le terrain, ce qu'il a d'intéressant, c'est qu'il donne de l'épaisseur aux chiffres. Par exemple, on parle souvent d'un indicateur en retail qui s'appelle le NPS, donc l'indicateur de satisfaction client, en fait, si on le résume comme ça. Mais en fait, le NPS, c'est quoi ? C'est le résultat d'un sourire, du fait d'avoir accompagné le client jusqu'au produit, le fait de leur proposer de lui ensacher ses courses. Ça se mesure pas, ça se voit pas dans les chiffres. À la fin, ça se voit dans le chiffre final du NPS. Mais voilà, ensacher les courses d'un client ou lui faire un sourire, c'est pas mesurable. Donc, c'est de l'épaisseur humaine en premier lieu. La deuxième chose, et vous l'avez un peu évoqué, c'est que le terrain vous montre aussi cette sorte de friction ou cette espèce de tension en fait, entre la bonne idée sur le papier ou sur le chiffre et puis après la réalité du quotidien. C'est-à-dire qu'évidemment, les commandes, elles tombent exactement en même temps que les clients rentrent en magasin. Et donc, c'est compliqué à 18h. Pile à 18h, à ce moment-là, de faire marcher tous les chiffres. Bien sûr. Voilà. Et puis, ça donne aussi, j'allais dire, de la nuance. Je vais vous donner un exemple. Quand on regarde la catégorie surgelée, c'est intéressant. Soit on voit des chiffres et on analyse la catégorie du surgelé, soit finalement on se dit, le client qui achète du surgelé, il achète en fait une solution.
C'est quoi une solution? C'est j'aime cuisiner, ça m'aide à cuisiner. J'achète la solution pratique du soir pour les enfants. Et en fait, quand on prend un autre angle, en fait, une nuance un peu plus forte, finalement, on peut lire les chiffres complètement différemment. Tout à fait. Voilà, donc voilà, c'est pour ça que je parle de relief. Les chiffres sont très importants. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire avec cette culture scientifique, mais le terrain, il donne du relief. Et donc, c'est important de garder un œil sur les deux en permanence. Et d'ailleurs, à ce titre, moi, je mets un point d'honneur à visiter 100 Picards tous les ans. C'est un rythme que j'arrive à garder. Et donc, c'est important parce que ça me donne en fait le curseur permanent entre les deux. C'est intéressant ce que vous évoquez sur les chiffres parce que beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent travaillent en grande distribution. Alors, il y a autant des chefs de produits que des catman, que des comptes clés. On n'est pas tous à regarder les mêmes indicateurs. Comment vous faites en tant que dirigeante pour justement faire le mix entre ces différents points de vue finalement et prendre des bonnes décisions pour analyser? Il faut déjà partager les mêmes chiffres au départ. C'est vrai que c'était quelque chose que j'ai vécu à mon arrivée chez Picard. Je crois que le lundi matin, je recevais 6 ou 7 mails différents d'analyse du chiffre. Alors, tous aussi pertinents, mais jamais avec le même prisme. Oui. Et je me suis dit, si on commence pas à regarder la même chose avec le même chiffre et qu'on le traduit pareil, ça démarre mal. Donc, on commence par regarder la même chose avec une clé de lecture qu'on se traduit entre nous. On dit, voilà, ça va être ça notre clé de lecture. C'est comme ça qu'on la décompose. C'est simple, hein, des débits, un panier moyen, etc. Donne un chiffre d'affaires. Tous les lundis, on regarde le même et on partage cette vision avec l'ensemble des collaborateurs. Pour revenir sur le terrain, est-ce qu'il y a un moment que vous pouvez nous raconter qui vous a particulièrement marqué justement dans votre construction de dirigeante? Alors effectivement, dans les moments de terrain, j'ai plein d'anecdotes en tête. C'est-à-dire, j'ai des petites anecdotes où les collaborateurs, ils font bien plus que faire leur métier au quotidien. Ça, c'est le fort des magasins de proximité. Moi, c'est ce que j'aime dans ces magasins de proximité. Et je me rappelle une fois d'un grand monsieur qui était avec une vieille dame. Et la vieille dame m'expliquait qu'en fait, ce grand monsieur, c'est lui qui lui portait ses courses jusqu'à chez elle. Elle habite pas loin, mais enfin, il porte dans les escaliers. Et puis, c'est lui qui change les ampoules parce que les ampoules, c'est trop. Et donc, finalement, voilà, c'est un espèce de lien d'attachement que j'ai trouvé très chouette. On voit aussi ces écarts entre le siège et le terrain. C'est un sujet qui revient beaucoup dans notre métier. Et je me rappelle un moment où je travaillais en hypermarché, justement, à Argenteuil, où en fait, on nous a passé les imprimantes en noir et blanc. Et je vous invite à faire un planogramme soupe en polysuite avec un planogramme en noir et blanc. Voilà, donc c'est vrai que c'est des choses dont on se rappelle quand on est amené à prendre des décisions après. Et puis, j'allais dire peut-être le moment le plus marquant, et ça va parler à tous ceux qui travaillent dans le retail, c'est le Covid. Et en fait, on s'est tous retrouvés dans cette espèce de marmite bouillonnante là, en 48 heures. Et ce qui a été très frappant, et je le partage avec beaucoup, c'est que c'est pas les plus grands ou les plus costauds ou ceux qu'on entendait d'habitude qui sont tous mobilisés. C'est vrai. C'est pas forcément ceux auxquels on pense. Voilà, et vous comprendrez tout ce que je veux dire par là. Et je trouve que j'ai retenu de ça une grande force humaine, un grand courage, y compris des personnes qu'on entend moins au jour le jour. C'est pour ça d'ailleurs que le Sans filtre ajouté, pour l'anecdote, est né pendant le Covid. Et l'objectif à la base, c'était vraiment de mettre en avant les métiers de terrain. C'était une période très, très marquante pour l'industrie agroalimentaire. Vous avez évoqué un point qui est hyper intéressant, hyper vrai, et que je pense bon nombre de dirigeantes sont confrontés, c'est justement l'écart, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas... un espèce de fossé qui se creuse toujours entre le terrain et le siège. Comment on fait pour gérer ça en tant que dirigeant ? Eh bien, on fait en sorte qu'il n'y en ait pas, qu'il y en ait le moins possible. Donc, je disais, une façon, c'est effectivement d'aller sur le terrain, beaucoup, y compris soi-même, à commencer par soi-même d'ailleurs, et sans filtre. Et c'est vrai que moi, je préviens toujours de mes visites, évidemment. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, mais je suis là pour échanger avec les gens. Et l'objectif, en parlant à 100 magasins par an, et en fait, tout au long de l'année, on sait quand même pas mal ce qui se passe dans l'entreprise. Voilà. Mais je dis, ça vaut pour moi, ça vaut pour plein d'autres entreprises. Et donc, je mets un point d'honneur à ce qu'on garde un lien. Et puis qu'on n'ait pas le terrain contre la logistique ou l'informatique contre, etc. Je tiens beaucoup vraiment au lien, et ce qui nous relie, c'est la marque pour laquelle on travaille. Bien sûr. Et on joue tous le même match, effectivement. Tout à fait. Si je reprends votre parcours, vous avez été donc une dizaine d'années chez Franprix et vous avez formé un duo très marquant avec Jean-Paul Mochet, qui est aujourd'hui PDG de Prosol. Et dans une interview, il a dit de vous que vous aviez la vivacité sans la fougue, le sérieux sans la gravité, l'audace
Sans le toupet, j'adore cette vision. Qu'est-ce que cette phrase raconte de vous et de votre manière de collaborer, de diriger au quotidien? D'abord, c'est une très belle phrase. Je reconnais Jean-Paul, le grand poète. Je pense qu'elle raconte l'équilibre que j'essaye de garder en permanence, c'est-à-dire entre la meilleure vitesse possible, parce que c'est vrai que je pousse, j'essaye d'oser, d'avancer, etc., mais sans abîmer ou écraser. C'est-à-dire d'essayer de garder toujours ce rythme pour se transformer. J'y tiens beaucoup et puis surtout, j'y crois beaucoup. Mais voilà, mais dans un rythme qui finalement parvient à être acceptable, accepté, et puis pour embarquer tout le monde. Et puis en respectant mon style, et c'est vrai que j'ai mis quelques années à le trouver, parce qu'il faut finalement arriver à créer son propre style en management, y compris dans le retail, qui peut avoir quelques biais de management un peu traditionnels. Et le mien, je dirais que c'est une exigence calme, avec un grand respect pour les équipes et qui me le rendent au centuple. Comment on fait pour trouver son style? Eh bien, d'abord, ce qui est intéressant, je trouve, c'est de travailler avec plein de profils différents. C'est un des intérêts de McKinsey, on change de mission tous les 3 mois, donc on change de chef tous les 3 mois, mais ça vaut aussi pour le retail, quand on change de magasin, de management. Et puis l'objectif, je trouve, c'est de pouvoir trouver quelque chose dans chacun qu'on aime ou qu'on aimerait reproduire. C'est pas un seul modèle. Moi, je crois à prendre un petit peu de chacun, un petit peu de ce qu'on aime dans chacun. Et c'est aussi pour ça on y reviendra tout à l'heure, mais je pousse aussi beaucoup les femmes à travailler en retail. C'est que pour qu'une femme retrouve finalement un modèle qui lui convienne, il faut qu'elle prenne un petit peu de chacun, dans des hommes, mais aussi dans des femmes qu'elle aura vu manager. Voilà. Et donc, il y a un sujet de représentativité au sens large. Et à la fin, on y construit son propre modèle, celui qui nous va. Bien sûr, et puis dans ce que vous évoquez, c'est d'expérience et de maturité aussi professionnelle qui construit aussi. Quand vous avez formé ce duo avec Jean-Paul Mochet, j'y reviens, comment on construit un duo justement solide de direction dans un environnement qui est aussi exigeant que la grande distribution? Alors, je vais donner mes propres définitions d'un duo efficace, mais je crois qu'elles ont fonctionné. La première et la plus fondamentale, c'est la confiance. Elle vaut pour ce duo-là, mais elle vaut aussi pour le duo que je forme aujourd'hui, dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. C'est la confiance, c'est-à-dire qu'on se dit la vérité sur le terrain, sur les chiffres, sur les irritants, on se fait confiance. La deuxième, c'est la solidarité, on ne se lâche pas. Et on ne laisse pas une once d'hésitation pour quelqu'un qui essaierait de passer entre les deux, au milieu, ou d'en tirer parti. Et puis la troisième, c'est des convictions et des valeurs partagées. Ça ne veut pas du tout dire qu'on est d'accord sur tout. Non. Pas du tout, c'est pas le sujet. Mais on est OK sur les fondamentaux et les principes. Voilà. Et je crois que c'est ce qu'on a réussi à créer avec Jean-Paul à l'époque, avec des profils très différents, en fait, lui et moi, mais qu'on a de fait créé de facto ces 3 règles entre nous, qu'elles ont fonctionné, que grâce à lui, j'ai pu apprendre et me construire aussi dans le retail. Je pense que ça va résonner auprès de beaucoup de personnes qui vont écouter le podcast et qui forment des duos, même des équipes, comités de direction ou autres. Comment on crée justement cette confiance dans le monde professionnel qui est très mouvant, très exigeant? Ben, ça ne se décrète pas, ça s'installe. Il ne faut pas penser que ça s'est fait du jour au lendemain. Bien sûr. Et ce sont ces multiplications de preuves de confiance, justement, de valeurs sur lesquelles... c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de s'écrire les valeurs, donc elles s'installent un peu au fur et à mesure, mais en fait, on se retrouve sur un socle de valeurs et à force de travailler ensemble, à la fin, c'est presque évident, en fait, qu'on a construit ça. Et puis, comme dans tout duo, de temps en temps, on se recadre et on se dit, en fait, non, là, ligne rouge, on revient au milieu. Bien sûr. La transparence et la communication extrêmement important. À la fin de votre aventure chez Franprix, vous avez ce projet assez fort, je le disais en introduction, partir 1 an en voilier avec votre mari et vos enfants en Océanie. Je trouve que c'est un moment intéressant parce que aussi sur le podcast, il y a beaucoup de dirigeants, dirigeantes qui nous écoutent. Et parfois, le métier de dirigeant est, on le sait, très très exigeant. Et on parle rarement en fait des dirigeants qui ont ce besoin parfois de faire une pause dans la vie professionnelle ou juste d'extraction du monde professionnel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que cette parenthèse vous a appris sur votre vie? Alors d'abord, j'ai adoré cette parenthèse. Je le referai 10 fois. Et on est tous rentrés transformés de cette expérience et en mieux. Dans toutes les relations, dans la famille, franchement, je le recommencerai 10 fois.
Et en fait, on a des vies aujourd'hui qui sont extrêmement connectées. C'est peu de le dire. On a du mal à prendre le temps, du vrai temps. Du vrai temps, c'est rare et précieux, j'en ai conscience. Voilà, donc, et on a eu de la chance d'avoir ce temps, cette parenthèse. Et puis, ce que j'en ai retenu, moi, à titre plus personnel aussi, c'est que, alors, on le sait, mais le vivre, c'est encore différent, c'est que finalement, on est très libre. On a la chance d'être libre, qu'il y a 1000 vies incroyables qui sont possibles ailleurs, et que nous avons à chaque instant la liberté de choisir. Ouais, c'est très beau. Et dans des carrières où tout s'accélère effectivement en permanence, comment on fait une bonne pause ? Parce que comme je disais, il y a beaucoup de dirigeants, dirigeantes à différentes fonctions qui nous écoutent, qui font aussi des transitions professionnelles. Faire une pause, c'est quand même important parfois pour se reposer la question de est-ce que ça fait du sens ce que je fais ? Est-ce que ça a du sens pour moi, pour ma vie professionnelle ? Est-ce que vous pouvez donner quelques conseils puisque vous l'avez vécu aussi ? Alors c'est vrai que ce nom de pause est un peu trompeur parce qu'on imagine une pause avec quelque chose où tout s'arrête. Et en fait, bien au contraire. Pas du tout. Exactement. Et donc si on a la chance de faire une pause choisie, donc il y a quand même cette notion d'avoir la chance de le choisir. Oui. Quand on le subit, c'est effectivement un petit peu différent. Mais quand on le choisit, on se rend compte qu'il y a plein de choses à apprendre, il y a plein de gens à voir, il y a plein d'autres expériences à faire. On peut effectivement, comme vous disiez, explorer d'autres voies. Et donc, en fait, ça ouvre un champ des possibles qui est infini. Et alors, d'abord, je suis toujours très, très active, évidemment, dans ma vie professionnelle comme personnelle, mais je ne me suis pas assise 5 minutes, en fait, pendant cette pause. Et c'est ça qui est incroyable. Et pourtant, j'ai vu plein de choses. Donc, on dit pause, mais c'est juste une façon différente, en fait, de vivre son quotidien. Et j'ai bien l'intention de recommencer d'ailleurs. Et je me dis aussi qu'effectivement, pour des parcours comme les nôtres qui sont toujours hyper connectés, hyper intenses, c'est une façon de tenir le rythme dans la durée. C'est de s'accorder aussi quelques moments. Alors ça peut être une occasion soit de redémarrer dans ce qu'on faisait, mais voilà, avec un autre état d'esprit, soit aussi de bifurquer un petit peu, de se poser des questions. Et au-delà de ça, alors moi je l'ai appris très très récemment, parfois de faire des breaks, ce qui est en transparence très difficile pour moi, ça permet de sortir même les meilleures idées et d'avoir de la clarté dans les décisions qu'on prend, j'imagine. Est-ce que vous, parfois, ça fait partie de votre quotidien aussi d'avoir des moments de respiration, d'écriture ou autre en tant que dirigeante pour justement avoir de la vision et parfois sortir du quotidien très prenant et très sollicitant ? Alors, c'est pas facile à trouver quand on a une vie familiale intense. J'imagine. Mais pour autant, sans que ce soit une pause au sens très calme, comme on pourrait l'imaginer, en fait, le fait de sortir du cadre professionnel pour faire autre chose, quel que soit le autre chose, en fait, bien sûr, finalement, ça coupe. Et je trouve que quand on s'y remet, finalement, on a un petit peu plus de recul, on est plus posé, etc. C'est comme quand on dit qu'il ne faut jamais réagir à chaud à quelque chose qui nous irrite. Et en fait, c'est vrai que le lendemain, on est quand même plus posé, on prend plus de recul, et c'est bien comme ça. Alors justement, en parlant de décision, vous êtes souvent décrite aussi comme une dirigeante pragmatique et rationnelle, mais aussi empathique. L'idée ici n'est pas évidemment de faire des comparaisons qui n'ont rien à voir, mais dans des décisions assez importantes, comment vous trouvez justement l'équilibre entre ce côté pragmatique, chiffré et l'intuition ? Parce que naturellement, on pourrait se dire que dans une start-up ou des petites structures, on lead plutôt à l'intuition parce qu'on a un manque de data. Et dans des grands groupes, on lead plutôt du côté pragmatique et rationnel de la chose. Mais j'imagine que pas que, il y a beaucoup de nuances à apporter à ça. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, la data, elle est indispensable. Il faut commencer par là. Bien sûr. Voilà, elle permet de poser les choses de façon juste et non biaisée. Mais je vais vous donner 2 exemples moi, qui m'ont marqué dans ma carrière pour justement faire cette nuance. La première, c'est une expérience en salle des marchés. En fait, en salle des marchés, ils ont des logiciels et des logiciels qui sont en fait préprogrammés. Donc en fait, en dessous de tel chiffre, ça enclenche tel cliquet, etc. Si tout le monde utilise le même logiciel en salle des marchés, qu'est-ce qui se passe à votre avis ? En fait, le marché se comporte de la même façon et s'emballe. Bien sûr. C'est la même chose dans notre métier, par exemple, en proximité. On pourrait se dire, un petit format de proximité en retail, ça doit prendre ce qu'on appelle les 20-80, c'est-à-dire les essentiels d'un hypermarché. Si tout le monde fait le calcul des 20-80, on arrive tous à la même copie. Et donc, à la fin, la proximité va se ressembler. C'est pas l'objectif. Donc, on comprend bien à la fois l'importance de la data. C'est important de les calculer, ces 20-80, etc. Mais il faut laisser une part à cette fameuse, ce que vous appelez l'intuition,
qui rentre en jeu, qui permet d'apporter le twist, la petite touche, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais voilà, l'empreinte supplémentaire que n'apporteront pas les data. Bien sûr, d'apporter de la nuance et d'autant plus que la proximité est un vrai sujet et de plus en plus préempté. Donc, apporter de la différenciation justement pour gagner la fidélité des clients, c'est extrêmement important. Dans plusieurs interviews, vous parlez du temps long et vous l'avez dit d'ailleurs pas plus tard que tout à l'heure que les entreprises ne peuvent pas changer de direction tous les 4 matins et c'est important d'avoir un cap clair. Et d'un autre côté, le paradoxe, c'est qu'on a un monde où tout s'accélère, l'intelligence artificielle, les nouveaux usages de consommation, les innovations, l'influence. Et ça impacte effectivement directement le quotidien des consommateurs. Comment on fait en tant que dirigeant de trouver l'équilibre entre justement cette adaptation permanente, la pression économique qu'on connaît aujourd'hui, les attentes effectivement de l'actionnariat et le fait de garder un cap clair? C'est quand même une équation particulièrement difficile que j'aurais pu poser dans bon nombre d'interviews, même il y a 5-6 ans. Mais je pense que là, en 2026, on est dans un contexte qui s'accélère particulièrement. Oui, c'est vrai que je parle souvent de temps long parce que dans les interviews, on nous interroge souvent sur l'actualité d'il y a 10 minutes. Ouais. Et dans 10 minutes, elle ne sera plus d'actualité. C'est vrai. Et donc, si on passe notre vie à parler de ça, en fait, on fait une sorte de brouhaha permanent. Et je suis convaincue que les gens et les collaborateurs chez moi, mais en général, ils ont besoin quelque part d'une sorte de cocon de réassurance, non pas qu'on est aveugle à ce qui se passe à l'extérieur, mais de se dire que quand même, il y a un espace dans lequel on s'inscrit un peu dans la durée et auquel ils peuvent se raccrocher. Voilà, donc je trouve que voilà, il y a quand même quelque chose à trouver d'un petit peu plus temps long que l'actualité d'il y a 10 minutes ou d'hier, etc. Bien sûr. Ça se concrétise parfois dans certains choix. Par exemple, en alimentaire, il y a plein de buzz, plein de choses qui arrivent, etc., etc. Soit on les prend tous, et on lance tout, etc. Et c'est une stratégie, soit de temps en temps, et ça nous est arrivé chez Picard, j'en ai une en particulier, mais en tête, et on s'est dit, en fait, on va arriver peut-être après la concurrence, mais ce qu'on a réussi à développer pour l'instant ne correspond pas à un cahier des charges de très haute exigence qualité qu'on se fixe par ailleurs. Et donc, en fait, ce sera non pour nous maintenant. Ce sera plus tard. Ce sera à la façon dont on veut le faire. Vous voyez, donc, on parle souvent de vitesse et précipitation, c'est quand même, même en réagissant à l'actualité chaude, ce qui pourrait être des produits buzz, ce qu'on appelle les produits buzz en alimentaire, je trouve qu'il y a un intermédiaire à trouver. Bien sûr, et vous l'avez dit, il faut que ça réponde aussi à la stratégie de l'entreprise et à la marque même pour que ça s'intègre parfaitement dans la maison Picard, ou en tout cas qu'on ressente l'ADN de Picard. Et je rebondis là-dessus, c'est que ce qui est très compliqué dans nos sociétés, c'est ce que j'appellerais le syndrome de l'objet brillant, un article sur la Gen Z, un article sur l'influence, cette tension permanente de courir toujours après ce qui se passe. Est-ce que vous y êtes confronté et comment vous réussissez justement à prendre le bon du moins bon, quoi? Oui, alors la première chose, c'est de garder ce cap clair dont je parlais tout à l'heure, parce que c'est important, c'est lui qui rassemble en fait. C'est lui sur lequel on va se retrouver. Alors chez Picard, c'est 1 million de nouveaux clients qui nous aiment. Il est très simple à comprendre. Mais en même temps, il est très concret. On veut être en conquête client. Et il illustre nos volontés de conquête. Il parle de notre client en client. Et il fait surtout le lien entre les actionnaires qui, évidemment, portent cette stratégie à fond. Bien sûr. Mais aussi tous nos collaborateurs et nos clients qui s'y retrouvent. Donc, il a mérite d'être très simple. C'est la première chose. La deuxième chose, ensuite, effectivement, c'est de bien s'entourer pour faire ce travail en collectif, d'avoir un collectif qui fonctionne bien ensemble. Et par rapport à l'objet brillant, je vais vous donner une illustration chez Picard, c'était la collaboration avec Joyka. Oui. C'est pas parce qu'on fait une collaboration avec un influenceur que on tire que de ses codes à lui. Et je trouve que le succès de cette collaboration, ça a été de prendre ses codes à lui. Il invente des glaces insolites. Les codes de Picard, il y a un cahier des charges, d'exigence qualité, etc. Et à la fin, de faire un produit qui respecte chacun et qui va avec l'ADN de chacun. Et ça a fini par un pot de glace vanille cornichon. Bon, à la Picard et à la Joyka, j'allais dire. Et pour moi, c'est ce qui marche, c'est-à-dire au-delà de quelque chose qui brille, c'est un produit qui finalement a du sens et qui a du sens pour les deux marques, puisqu'on parle d'une collab en l'occurrence. Ça, c'est très novateur parce que, effectivement, sans les citer, mais beaucoup d'enseignes de la distribution font des primeurs avec des influenceurs ou même d'autres produits innovants et assez peu de co-création et de collaboration, comme vous l'avez évoqué. Comment vous avez réussi ce modèle
quand parfois les cycles de la distribution rendent parfois cette collaboration assez compliquée. Est-ce que Ouais. vous pouvez nous en parler? Oui, parce que moi, je crois que la nouveauté est bonne si, quelque part, elle renforce la promesse de la marque. Et là, je vous remets dans le temps long. En fait, c'est très bien, hein, toutes les collabs, etc. Mais en fait, est-ce que ça marche avec la promesse de la marque? Est-ce que la marque n'est pas en train de se perdre, etc. Ça ne veut pas dire qu'elle n'ose pas, qu'elle ne se stretche pas. Joyka Picard, je ne suis pas sûre qu'on aurait parlé dessus il y a quelques temps. Mais en l'occurrence, ça a été un grand succès. Et donc, la nouveauté qui a du sens, ça marche. La nouveauté pour la nouveauté, ça peut vite se perdre, en fait. Hein. Ouais. D'où cet exemple de Vanille Cornichon, par exemple. Alors, vous l'avez dit, on l'a évoqué en introduction, une des vraies forces de Picard, c'est la capacité à renouveler son offre très fréquemment. Je crois que j'y étais hier ou avant-hier, la semaine de Marrakech, par exemple, incroyable. 250 innovations par an, c'est énorme. Mais derrière toutes ces innovations, il y a une vraie complexité à gérer. C'est innover vite, c'est très bien, mais il faut sentir les opportunités de marché, lancer des collaborations, renouveler les collections et surtout aligner les équipes. Comment on fait pour avoir ce rythme d'innovation qui est assez effréné, assez spectaculaire, tout en gardant, et ça c'est un vrai sujet, une exécution impeccable, gestion des stocks, redescente en magasin, parce que c'est une vraie logistique. Ouais, alors le principe, effectivement, de l'innovation, c'est elle a un rôle, en fait. Hein, je parlais dans cette promesse Picard, elle a un rôle clé dans la promesse Picard. Et d'autant plus quand on est leader de notre catégorie, donc à notre modeste échelle, mais leader de notre catégorie, on a un rôle, quelque part, d'éclairer, d'essayer, etc. Et pour que ça fonctionne, parce que vous le disiez, c'est quand même une sacrée complexité. Hein, dans les bacs, il n'y a pas plus de place avant-après. Donc en fait, un produit qui rentre, c'est un produit qui sort. Donc c'est une grosse logistique. Il faut jamais s'arrêter. Et vous en parliez tout à l'heure de tous ces bruits sur la ligne un peu, hein, qui nous empêchent, qui nous invitent à regarder ailleurs, à essayer autre chose, etc. Et donc le principe, c'est même quand le contexte est un peu compliqué, etc., il faut jamais s'arrêter, parce que une machine à innovation, c'est facile à arrêter ou ralentir, c'est compliqué à réaccélérer. C'est vrai. C'est un vrai sujet. Et comment on embarque les équipes dans ces rythmes de transformation, justement, et en gardant, on l'a dit, hein, une vision stable et un équilibre dans la stratégie? Alors encore une fois, il faut garder le cap. Pourquoi on innove? Ça implique quelle promesse? Qu'est-ce qu'on va essayer d'aller chercher? Et puis, on s'autorise à se tromper. En fait, il n'y a pas d'innovation quand on n'a pas le droit de se tromper. C'est vrai. D'où le fait qu'il y en ait 250. Ce n'est pas 250 qui ont vocation à rester à la fin, mais c'est 250 qui avaient un objectif. Elles l'ont atteint, elles l'ont moyennement atteint ou pas, mais elles ont essayé. Et puis la prochaine fois, elles feront mieux. Elles feront mieux ou différemment. Et parfois, c'est même trop tôt. On a fait des innovations il y a 10 ans, en fait, qu'on est en train de regarder en se disant, en fait c'était maintenant. C'est pas grave. Voilà, le principe, c'est de s'autoriser quelque part à toujours éclairer le chemin et à essayer. Et les consommateurs viennent aussi chez Picard pour ça. Donc c'est répondre aussi à la promesse. Effectivement, ça fait partie de la promesse Picard. C'est la confiance avec les consommateurs. Oui. En parallèle de votre rôle de CEO, vous êtes également business angel chez Leia Capital, j'espère que je le prononce bien, donc un fonds 100% féminin. Pourquoi c'est devenu important pour vous d'investir personnellement du temps et des ressources dans l'entrepreneuriat des femmes? On pourrait en faire un épisode dédié, mais le temps nous contraint. Oui, il y aurait beaucoup à en dire. Effectivement, elles ont besoin qu'on croie en elles et qu'on crée des environnements propices pour les propulser. En fait, et on a besoin de plus de femmes qui osent, qui y vont en fait, qui se gênent un peu dans l'arène et qui soient financées. Bon, et on le sait, toutes les statistiques le montrent. On a pu le démontrer que malheureusement, c'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on attendrait. Et c'est une façon, alors très modeste à mon échelle évidemment, mais de participer à essayer d'ouvrir des portes à quelques-unes d'entre elles, à élargir le champ des possibles et à leur donner un environnement le plus safe possible pour échanger, discuter, puis essayer de les pousser. Pour conclure, Cécile, parce que j'imagine que vous avez répondu à bon nombre d'interviews, peut-être un podcast, me semble-t-il. Quelle est la question que vous aimeriez qu'on vous pose plus, mais que personne ne pose dans des interviews classiques? C'est une bonne question. Peut-être c'est pas une question, mais c'est
On s'attend toujours d'un dirigeant, et c'est bien normal, à ce qu'il pousse, à ce qu'il avance, etc. Et une question qu'on n'a pas beaucoup fait dans l'environnement en général, c'est comment ça va, mais comment ça va en vrai. C'est vrai. Voilà. Et donc le sujet, alors c'est pas dans les interviews qu'on va traiter ce sujet, mais est-ce que finalement on arrive à garder cette énergie et on reste des êtres humains après tout. Et donc de temps en temps, on a le droit d'être aussi un petit peu fatigué. Non, mais voilà. C'est vrai. C'est un très 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 bon point. Très bon point. Qui est-ce que vous aimeriez entendre sur ce podcast ? Alors d'abord, une femme, bien sûr. Et comme il y en a plein de brillantes dans le retail, je vous ai préparé toute une liste parce qu'en vrai, j'aimerais que vous les interviewez toutes. Alors j'ai Amandine de Souza, Émilie Soleri, Pauline Duval, Anne-Sophie Sancerre, Sophie Boquet, Éléonore Baudry, Delphine Merle, Alice Mauch, Sarah Princène, Julie Valbaume, Axel Matéry, Marine Charles, Anne-Laure Etlin, Charlotte de Fayet, Agnès Lazare, Élise Ducret. Je ne vous ai cité que d'elles parce que je peux continuer des heures. Non, mais c'est parfait. Mais je tiens beaucoup à ce qu'on mette en lumière beaucoup de femmes qui sont formidables. Eh ben, je prends le pari et ce serait avec grand plaisir. Merci beaucoup, Cécile Guillou, pour votre temps et pour cet épisode vraiment passionnant. Merci à vous. À bientôt.